Qu'est-ce qu'une banque? Il y a énormément de confusion autour de ce qu'est une banque et quels sont les métiers bancaires. Et ça n'est pas ce que vous croyez. La vision traditionnelle, un peu naïve, est une institution qui collecterait des métaux précieux, des dépôts, et en ferait ensuite des prêts à des individus qui en font la demande contre rémunération. Cette vision est doublement trompeuse. Tout d'abord, elle induit dans l'esprit collectif que la banque serait un établissement d'intermédiation, c'est-à-dire qu'il prend d'un côté pour donner de l'autre. Et cela passe donc à côté de ce qu'est l'essence de son métier, c'est-à-dire le crédit. Car ce que nous pouvons écarter, ce sont tous les différents métiers qui peuvent être réalisés par une banque, mais qui ne sont pas son essence même. On pensera au change de devise, au prêt justement, c'est-à-dire rendre disponibles des métaux précieux qui auraient été déposés par d'autres, puisque l'intermédiation peut exister, mais n'est pas le métier bancaire. Ensuite, on peut considérer les organisations qui mettent en circulation un bon, un coupon, forme de billet qui servirait effectivement à représenter une valeur en réserve, mais qui aurait la propriété d'être transférable, soit être un titre négociable entre marchands ou individus. Les autres fonctions sont de l'ordre de la mise en circulation de titres financiers. Nous avons parlé des prestiti ou des obligations de l'État vénitien et également des lettres de change telles que les Templiers pouvaient la pratiquer. Mais ce qui va constituer pour nous la définition même de la banque, ce seront des organisations qui seront capables de faire de la magie avec un stylo. Les chercheurs qui travaillent sur ces questions ont toujours eu du mal à établir où avait été établie la première institution bancaire. Car dans la définition qui nous intéresse ici, en accord avec Usher, nous allons arrêter notre définition de la banque aux institutions qui, à travers des inscriptions comptables de leur propre chef, sont capables de mouvementer des comptes courants entre individus. Elles sont ainsi capables d'opérer les transferts dans une unité de compte qui leur est propre. Et c'est sur base de cette définition que les chercheurs ont essayé de retrouver où on peut trouver trace d'inscriptions comptables mouvementées au sein d'une institution qui marque le transfert de valeur entre différents individus. Et des livres de ce type, on en trouve les premières traces dès le XIIe siècle, à Nivelles, Tournai, Namur pour la Belgique, mais bien entendu aussi à Gênes où l'on compte déjà en 1155 13 institutions qui fonctionnent de la sorte, soit qui sont capables de mouvementer des comptes par inscription comptable entre marchands. Mais pour être capable de réaliser les mouvements de compte à travers une unité gérée par une banque, bien que cela puisse se faire sur base de dépôt, nous parlerons véritablement de banque lorsque ces mouvements seront réalisés sur base de crédit. C'est-à-dire que les unités de compte sont mises en circulation, et par en circulation, on veut dire que Luigi a une ligne auprès de la banque Tolomei par laquelle il est capable de transférer par virement, par inscription manuscrite comptable auprès de cette institution bancaire à Marco un certain montant dénominé dans une certaine devise. En l'occurrence, parlons de florin, banco, nous y reviendrons. Car à ce stade de l'histoire, au début du XIIe siècle, il n'y a pas encore à proprement parler une institution qui réalise ces transferts de manière caractérisée. Non, ceux-ci ont évolué de manière ponctuelle d'abord. Et on peut très bien imaginer la scène. Vous êtes à Bruges, entre commerçants sur la place, et vous vous rendez compte que vous vous devez de l'argent dans un triangle. A doit à B, B doit à C, C doit à D. Vous pourriez écrire l'ensemble de ces dettes et créances, vous transférez les sacs de florins, d'écus ou de thalers que vous aviez dans vos bourses, ou tout simplement parce que vous avez déjà un dépôt auprès d'un des banquiers locaux, constater les virements au sein de son compte et, en l'occurrence, si les montants venaient à être égaux, réaliser une compensation par laquelle plus personne ne se doit rien, métier qui lui-même viendra se développer, mais c'est pour plus tard. Il faudra encore attendre 2-3 siècles. À ce stade, ce qui nous importe, c'est qu'il est possible pour le marchand Luigi de transférer à Marco, en passant par le banquier Vanderdorp, qui s'assurera de réaliser les mouvements de compte sur son petit carnet. La banque commençant donc par des crédits octroyés en monnaie de banque
La contrepartie du passif comptable de la banque est donc un dépôt du client avec lequel il peut réaliser des transactions. Le dépôt devient lui-même un moyen de paiement. Et ce qui paraissait totalement fou à l'époque, ou en tout cas était suffisamment novateur que pour être réservé à quelques marchands qui étaient bien au parfum du fonctionnement du Giro Banking, appelle-t-il en anglais, ou de la banque par transfert, est pourtant exactement la méthode utilisée aujourd'hui lorsque vous faites un versement ou un virement bancaire à quelqu'un d'autre. Il n'y a que des mouvements comptables qui sont réalisés au sein de vos institutions respectives. Une autre définition de la banque sera des organisations autorisées à créer des moyens de paiement sous forme de dépôt pour les agents à travers l'inscription comptable. Notons qu'il y a donc bien l'autorisation de créer un dépôt à travers le crédit, mais plus important encore, l'autorisation. Car aujourd'hui, pour faire le lien contemporain, il faut évidemment un agrément pour être banque, ce que les libertariens condamneront, et tout comme de nombreux acteurs au sein des nouvelles formes de finances décentralisées, nous y viendrons, n'ayez crainte, car cette capacité reste bien une compétence qui, de fait ou de droit, est accordée à des institutions bien précises, auxquelles seront attachées au fil du temps toute une série d'obligations. D'ailleurs, le droit contemporain parle, pour décrire les banques, d'établissements de crédit, soit les organisations autorisées à octroyer du crédit, soit à créer de la monnaie qui sera recevable auprès des institutions à travers une inscription comptable de leur propre chef. Quelle est la particularité sociologique ? C'est bien la pluralité des acteurs au sein de réseaux d'affaires. Car faire ce que l'on vient de dire tout seul, ça peut être utile, mais nous parlerons véritablement de banques lorsqu'elles agiront au sein d'un réseau d'organisations capables de créer ces unités de compte et d'en permettre le transfert entre elles. Cette création est assez particulière et particulièrement abstraite pour bien saisir que ce que la banque inscrit à son bilan, même comme étant votre dépôt, est une unité de compte dont on pourrait dire qu'elle se différencie par exemple d'un billet de 20 € qui correspond également à une unité de compte. 1 euro billet n'est pas spécialement 1 euro sur votre compte en banque. Et cela était encore plus clair pour les marchands vénitiens, florentins et nous verrons plus tard à Amsterdam également, lorsque ces organisations utilisaient deux appellations différentes pour parler de l'unité de compte telle qu'elle était établie par le souverain, frappée sous forme d'une monnaie métallique, et l'unité de compte telle qu'elle était inscrite auprès de ces institutions bancaires. On parlera de florin banco ou de florin courant, de ducat banco ou de ducat courant, pour différencier ces deux unités, soit avoir un sac de 20 ducats ou avoir une inscription comptable auprès de Tiepolo pour 20 ducats. Ce qui n'était pas la même chose. Nous pouvons donc déjà nous arrêter à cet élément quand même assez complexe, vous me l'accorderez je pense, entre tous les métiers que peuvent réaliser une banque et le métier fondamental qui est caractéristique de la banque, l'octroi de crédit dans une unité de compte, transférable au sein de ces institutions et reconnue légalement comme pouvant servir de paiement. J'évite le terme ici de cours légal car cela peut porter à confusion et n'est pas une certitude. Être ainsi capable de créer sa propre monnaie avec un stylo et une feuille de papier qui permet effectivement la réalisation de transactions pour des marchands, il ne s'agit pas ici de dire que ça ne sert à rien, loin de là, mais qui est par ailleurs rémunérateur de diverses manières, que ce soit l'agio pour faire simple, mais également à travers l'intérêt du crédit, qui arrivera de manière beaucoup plus transparente plus tard encore, qui pousse de nombreux économistes à voir dans cette pratique un phénomène presque magique. Évidemment, ils entendent magique de manière un peu irrévérencieuse, que ce soit l'économiste Galbraith, Jack Weatherford ou une série et une quantité innommable d'autres citations quelque peu piquantes pour venir mettre à mal ce qui est aujourd'hui à peine considéré dans la littérature scientifique sur la monnaie et l'économie, alors qu'elle est pourtant au cœur de son fonctionnement. Et créant tant de passion que nous essayerons de diluer sur cette chaîne pour arriver au cœur de la bête et ainsi comprendre fondamentalement ce qui s'y passe. Notons en passage que lorsqu'un paysan de Mésopotamie en 3000 avant Jésus-Christ
n'était pas en capacité de payer son impôt en blé, mais était néanmoins toujours autorisé à réaliser des transferts par mouvement de compte, comptabilisé en shekels, comme vous vous en souvenez, avec d'autres membres de la communauté et bien inscrits comme tels via le temple, on pouvait dire qu'il se payait alors en unité de compte symbolique établie par le souverain, qu'il ne possède pas ou qui n'est pas l'équivalent d'un dépôt qu'il a réalisé, donc qui est bien l'extension d'un crédit, d'un prêt public dont il est bénéficiaire, et donc qu'à ce titre, le temple mésopotamien était en fait déjà bien une banque, au sens où nous l'avons entendu il y a un instant. Voilà pour la petite histoire.